We are at an intense phase of trade talks with the U.S., and that description from Mark Carney this week. And the clock is ticking. Donald Trump's deadline to reach a deal is Friday, August 1st, and he has threatened 35% tariffs on Canadian goods if an agreement is not reached. And joining me now to discuss is Jeff Rutledge, Maria Nader, and Selena Caesar-Chavannes. Welcome. Certains changements logistiques ne sont pas immédiatement visibles, mais ils modifient des structures qui semblaient consolidées depuis des décennies. En avril 2025, un rapport technique de la Commission des Transports et de l'Infrastructure du Parlement canadien a révélé que plus de 60 milliards de dollars de recettes agricoles annuelles étaient partiellement transférés à des opérateurs logistiques basés à l'étranger. Cette information, obtenue à partir de l'analyse des itinéraires d'exportation des céréales, des engrais et des produits de base, n'était pas nouvelle pour les experts. Ce qui a surpris, c'est la manière dont le document a commencé à circuler en interne, avec un cachet de priorités stratégiques et un suivi direct par les conseillers du cabinet du Premier ministre. Jusqu'alors, les couloirs commerciaux utilisés par les producteurs canadiens avaient été traités comme des choix techniques, évalués en fonction du coût, de l'échelle et de l'accès. Mais le langage adopté dans l'annexe 3 du rapport ne laissait aucun doute. En qualifiant les arrangements logistiques actuels de structurellement vulnérables à la pression extérieure, le gouvernement a déplacé le sujet du domaine économique vers celui de la souveraineté opérationnelle. Un terme rarement utilisé dans les politiques publiques axées sur le secteur agro-exportateur. L'impact de cet épisode ne s'est pas limité à ce qui s'est passé dans la salle à ce moment-là. Au cours des semaines suivantes, des audiences à huis clos ont été convoquées entre les autorités fédérales et les représentants des coopératives agricoles de l'Ouest canadien. Contrairement au cycle de consultations précédent, ces réunions n'ont été accompagnées ni de communiqués officiels, ni de promesses de subventions. L'ordre du jour était objectif, cartographier les points de dépendance de l'infrastructure américaine dans l'écoulement des matières premières canadiennes. Plus précisément, il s'agissait de comprendre dans quelle mesure la présence d'opérateurs logistiques étrangers dans les chaînes d'exportation compromettait l'autonomie de décision en matière de délai, de volume et de priorité commerciale. Les réponses étaient techniques, mais la conclusion était politique. Même si les contrats en vigueur offraient une certaine prévisibilité, la concentration opérationnelle sur le territoire américain comportait des risques qui allaient au-delà des coûts. Avec le renouvellement imminent des accords bilatéraux dans le domaine agricole, la question est devenue urgente. C'est dans ce contexte que le port de Moosonee, qui avait disparu depuis des années du radar stratégique fédéral, a de nouveau été mentionné comme un élément potentiel d'un nouvel accord logistique. Situé dans la baie James et relié par chemin de fer au centre productif de l'Ontario, Moosonee fonctionnait depuis des décennies à petite échelle, répondant principalement à la demande régionale. Sa structure limitée, ajoutée à la saisonnalité imposée par la glace arctique, avait conduit les gouvernements précédents à l'écarter comme option à long terme. Mais ce qui était auparavant considéré comme un obstacle a été réévalué, comme une marge de manœuvre. Les techniciens du ministère des Transports ont identifié que, avec des investissements modérés dans le tirant d'eau, le stockage et l'intégration ferroviaire, Moosonee pourrait prendre en charge une partie des exportations destinées aux marchés européens et asiatiques, en particulier celles qui transitent aujourd'hui par les ports américains avant d'atteindre leur destination finale. Ce réorientement n'a pas été motivé par des ruptures diplomatiques, mais par des ajustements systémiques. La menace de nouveaux droits de douane sur les produits canadiens, évoquée dans des discours récents de dirigeants américains, a catalysé le mouvement. Le constat que plus de 40% des engrais exportés par les entreprises de Saskatchewan dépendaient de corridors logistiques sous juridiction étrangère a pris un poids supplémentaire. La même logique s'appliquait aux céréales. Des études internes ont montré que,
Près d'un tiers du blé exporté vers l'Europe passait, à un moment ou à un autre, par des terminaux américains, accumulant des frais, des retards et une exposition réglementaire. À partir de là, le débat n'a plus porté sur l'efficacité, mais a intégré des éléments de résilience et d'autonomie. Il ne s'agissait pas de remplacer complètement les itinéraires existants, mais de diluer les risques concentrés. L'adhésion de grands opérateurs logistiques canadiens à l'étude de faisabilité de Mousonnet a marqué un changement d'attitude dans le secteur privé. Le consortium formé par des entreprises de stockage, de transport ferroviaire et des opérateurs portuaires de l'Atlantique a proposé un plan d'action échelonné avec des objectifs progressifs pour le transfert de marchandises sur 5 ans. L'objectif n'était pas de concurrencer directement les hubs consolidés, tels que Vancouver ou Halifax, mais d'absorber une partie de la demande refoulée et de rendre viables des itinéraires complémentaires sous contrôle national. Le soutien politique est venu de manière indirecte, avec l'allocation de fonds fédéraux pour l'évaluation environnementale et l'adaptation des infrastructures dans les zones voisines. L'absence d'annonces publiques a renforcé le caractère discret, mais stratégique de l'opération. Ce mouvement a coïncidé avec un nouveau cycle de négociations commerciales entre le Canada et l'Union européenne. Lors de réunions techniques tenues à Bruxelles, les représentants européens ont manifesté un intérêt explicite pour la diversification des points d'origine et de transit des importations agricoles en provenance d'Amérique du Nord. Dans des rapports internes de la Commission européenne, obtenus par la suite grâce à la législation sur l'accès à l'information, les techniciens citent le risque de dysfonctionnement logistique dû à une ingérence politique extérieure, comme facteur de vulnérabilité dans les chaînes d'approvisionnement critiques. La mention, même indirecte, des États-Unis a renforcé l'impression que le débat n'était plus exclusivement national. En investissant dans des alternatives sous sa juridiction, le Canada commençait à occuper une place de stabilité, souhaitée par ses partenaires stratégiques. Cette reconfiguration est toujours en cours, et ses effets dépendront de multiples décisions, au niveau technique, politique et entrepreneurial. Mais le simple fait qu'une installation portuaire jusque-là considérée comme marginale fasse désormais l'objet d'une analyse institutionnelle et d'une projection logistique intégrée représente déjà un changement significatif dans le processus décisionnel. Lorsqu'un système choisit d'élargir sa capacité de choix logistique sur la base de critères d'autonomie et de prévisibilité, il signale qu'il perçoit un risque non seulement dans la rareté des infrastructures, mais aussi dans la dépendance à l'égard d'actifs qu'il ne contrôle pas. Si vous suivez les questions liées à la transition du pouvoir institutionnel et aux changements ayant un impact systémique, cette chaîne continue d'offrir une lecture fondée sur des faits, des données et des décisions, qui façonnent l'environnement stratégique avant que les effets ne deviennent visibles. C'est à partir de là que le débat autour des alternatives logistiques commence à s'entremêler avec les mécanismes de gouvernance fédérale et les accords réglementaires transversaux. La décision de réévaluer l'utilisation du port de Mousonnet, par exemple, n'aurait pas pu avancer sans l'implication directe de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, de l'autorité portuaire de Thunder Bay et du Conseil national des céréales. Ces entités, traditionnellement axées sur les flux établis, ont commencé à recevoir des demandes officielles visant à adapter les normes opérationnelles à la nouvelle réalité proposée. La compatibilité des normes phytosanitaires, des exigences douanières et des horaires ferroviaires dans des zones jusqu'alors disjointes a nécessité une coordination interinstitutionnelle rare. En dehors des situations d'urgence, le ministère des Transports lui-même a créé un groupe de travail spécifique pour traiter de la réversibilité de la dépendance logistique vis-à-vis des actifs extraterritoriaux. Expression qui n'apparaît dans les procès-verbaux publics qu'à partir de juin 2025. Cette convergence aide à comprendre pourquoi le sujet a pris de l'importance sur le plan politique, sans avoir besoin d'une visibilité publique immédiate.
Les rouages de la restructuration logistique fonctionnent rarement sous les feux de la rampe. Dans ce cas, on a assisté à une mobilisation en coulisses, impliquant des techniciens du Canadian Pacific Railway, des ingénieurs de la National Supply Chain Task Force et des spécialistes en géographie économique des universités de Laval et du Manitoba. Au cours du deuxième trimestre 2025, des réunions ont rassemblé pour la première fois depuis plus d'une décennie. Des experts en transport intermodal, en logistique arctique et en réglementation douanière, afin de discuter de la faisabilité de redistribuer une partie des exportations agricoles canadiennes par des itinéraires évitant le territoire américain. Le diagnostic était techniquement viable, mais nécessitait une adaptation institutionnelle. L'un des points centraux de ces discussions était la nécessité de créer des protocoles douaniers spécifiques pour les ports à faible rotation présentant un potentiel stratégique. La loi sur la modernisation des ports, adoptée en 2021, prévoyait des mécanismes à cet effet, mais n'avait jamais été appliquée dans les régions à accès saisonnier. Sur la base de cet instrument, un ensemble de mesures provisoires a été présenté au Parlement afin de garantir que Mousonnet puisse fonctionner, même à petite échelle, dans le respect des paramètres exigés par les partenaires commerciaux de l'Union européenne. Cela comprenait, par exemple, l'adaptation temporaire d'unités mobiles de contrôle douanier, l'extension du système électronique de suivi des conteneurs et la formation spécifique des opérateurs logistiques dans les environnements subarctiques. Parallèlement, le ministère de l'Agriculture a lancé un appel public à projets pilotes de transport alternatif en partenariat avec des coopératives de la région centrale de l'Ontario et du Manitoba. L'objectif n'était pas de remplacer immédiatement les grands terminaux, mais de tester la viabilité opérationnelle et économique d'itinéraires plus courts en mettant l'accent sur les marchés qui privilégient la prévisibilité plutôt que l'échelle. Le programme a été baptisé Corridor intérieur d'autonomie et a attiré des propositions de plus de 20 consortiums logistiques, comprenant des opérateurs ferroviaires, des compagnies maritimes régionales et des entreprises spécialisées dans le stockage des céréales. Chaque proposition a été évaluée sur la base de critères de résilience, temps de transit, degré d'exposition aux itinéraires américains, capacité d'adaptation aux changements tarifaires et possibilité d'expansion progressive. À partir de cette réorganisation technique, les données elles-mêmes ont commencé à indiquer un changement structurel. Des enquêtes menées par Statistique Canada entre juillet et octobre 2025 ont enregistré, pour la première fois en 15 ans, une réduction de 2 points de pourcentage de la dépendance vis-à-vis des ports étrangers pour les exportations d'engrais. Ce mouvement était encore modeste en termes absolus, mais significatif en tant que tendance. Il indiquait que, même sans campagne publique, sans changements radicaux de politique commerciale et sans rupture diplomatique, une partie importante du secteur productif commençait à migrer vers des options sous le contrôle direct du Canada. Cette transition a également impliqué de nouvelles formes d'articulation fédérative. Approuvé en septembre 2025, l'accord de restructuration logistique interprovinciale a établi les bases juridiques permettant aux gouvernements provinciaux de partager les investissements dans les infrastructures portuaires et ferroviaires, situées en dehors de leurs territoires respectifs. Dans la pratique, cela a permis à la Saskatchewan et à l'Alberta, grands exportateurs de potasse et de céréales, d'allouer des ressources à l'amélioration de Mousonnet, même si celle-ci relevait de la juridiction de l'Ontario. La logique était claire, garantir des canaux de distribution alternatifs servait les intérêts de toutes les entités fédérales, dont les économies dépendaient de l'exportation agricole. Cet accord, sans précédent jusqu'alors, a signalé que la discussion avait dépassé le stade de l'hypothèse et était entrée dans la phase d'exécution coordonnée. C'est à ce moment-là que le sujet a attiré l'attention d'organismes qui ne participent normalement pas aux décisions relatives aux routes commerciales.
le Bureau du vérificateur général du Canada a commencé à suivre de près les transferts et les investissements prévus, tandis que la Commission permanente de la Défense nationale a demandé des rapports sur l'utilisation double éventuelle de l'infrastructure élargie, c'est-à-dire son rôle logistique possible dans des scénarios de réponse aux crises climatiques ou aux urgences d'approvisionnement. Le concept d'infrastructure stratégique résiliente, présent dans les avis internes de l'Agence de sécurité énergétique, a commencé à être utilisé pour décrire des ports, tels que Moosonee et Churchill. Ce qui était auparavant évalué uniquement en termes de productivité est désormais considéré comme un élément de sécurité nationale. Ce changement d'approche a eu des répercussions directes sur les marchés financiers. Les rapports de risque publiés par des agences de notation, telles que DBRS, Morningstar et Fitch, ont inclus, au cours des trimestres suivants, des analyses spécifiques sur l'exposition logistique de la chaîne agro-industrielle canadienne aux interférences externes. Les investisseurs institutionnels ont commencé à réévaluer la fiabilité des opérateurs qui dépendaient exclusivement des routes traditionnelles. Les fonds souverains, tels que ceux de la Norvège et de Singapour, ont commencé à inclure des indicateurs d'indépendance logistique dans leurs critères d'allocation des ressources en matière d'infrastructure. Ce mouvement, bien qu'encore balbutiant, a renforcé l'idée que le débat ne portait plus sur les ports alternatifs, mais sur la stabilité future des flux vitaux, dans un contexte d'incertitude systémique. Ce processus de convergence institutionnelle, juridique, normative et fédérative indique que le Canada est en train de construire un réseau de redondance opérationnelle basé sur des actifs qui étaient auparavant considérés comme marginaux. La priorité n'est pas de détourner tout le commerce d'un seul coup, mais de créer une capacité réelle d'ajustement lorsque des pressions externes rendent les routes actuelles impraticables. Dans ce cas, la politique publique agit de manière anticipée et non réactive. Si ce type d'analyse, qui relie les décisions techniques à des reconfigurations institutionnelles de grande envergure, vous aide à comprendre ce qui se passe. Au-delà des apparences, cette chaîne reste un espace permettant de suivre ces transformations avec clarté et en contexte. Selon les rapports présentés lors des sessions techniques du Comité du commerce international du Sénat, le processus de réorganisation logistique en cours continue de faire l'objet d'interprétations contrastées quant à son importance institutionnelle et à sa capacité effective à provoquer des changements structurels. Pour une partie des analystes, les mouvements associés à Moosonee et à d'autres points portuaires du Nord doivent être compris comme un effort encore limité, d'une ampleur insuffisante, pour modifier de manière significative la structure dominante des exportations canadiennes. Cette lecture souligne que les volumes actuellement mobilisés restent limités, que les investissements se concentrent encore sur les premières étapes de mise en œuvre, et que les contraintes liées à la saisonnalité des routes nordiques constituent un obstacle concret à une expansion rapide. Dans cette perspective, le mouvement actuel s'apparente davantage à une initiative tactique de positionnement qu'à une transition consolidée servant d'instrument pour élargir la marge de négociation face à d'éventuelles pressions tarifaires externes et à de futures reconfigurations du commerce régional. En revanche, un autre courant interprète ce même processus comme une avancée technique ayant des implications institutionnelles plus larges, même si ses résultats concrets sont pour l'instant partiels. Cette vision part du principe que l'infrastructure, une fois activée, tend à produire des effets cumulatifs. Lorsqu'elle devient fonctionnelle, elle commence à réorganiser les attentes, les incitations et les modèles d'utilisation au fil du temps. Ainsi, même si le corridor est initialement utilisé de manière restreinte, le simple fait qu'il existe une alternative opérationnelle viable élargit l'autonomie du système logistique et réduit la dépendance à l'égard d'itinéraires uniques.
Le point décisif dans cet argument n'est pas l'ampleur immédiate du flux, mais l'existence d'une réelle liberté opérationnelle. La possibilité concrète de rediriger une partie des exportations, sans avoir à traverser des juridictions étrangères, modifie déjà le calcul stratégique de dépendance et par conséquent renforce le pouvoir de négociation du pays dans les négociations multilatérales et dans les scénarios de friction commerciale. Il n'y a pas encore de consensus sur laquelle de ces évaluations se confirmera à long terme. Mais les deux reconnaissent que l'environnement politique et institutionnel ne fonctionne plus. Selon les prémices des cycles précédents, l'intensification des mesures unilatérales au cours des dernières présidences américaines, accompagnée de menaces tarifaires récurrentes et de renégociations menées dans un contexte asymétrique, a accéléré les réflexions internes au Canada sur les vulnérabilités de l'approvisionnement. Les routes historiquement considérées comme fiables ont été réévaluées comme des points d'exposition potentiels en cas de conflit institutionnel. Ce changement ne s'est pas limité à l'État. Il a également orienté les décisions du secteur privé, qui a intégré le risque politique et réglementaire dans son analyse de la continuité opérationnelle. C'est précisément ce changement de mentalité qui élargit le débat au-delà de la simple somme des investissements dans les infrastructures en mettant l'accent sur la résilience stratégique. Au niveau national, le sujet génère également des tensions prévisibles. Les représentants de ports consolidés, tels que Vancouver et Halifax, ont exprimé leur inquiétude quant à la possibilité d'une dispersion des investissements et à l'affaiblissement relatif des hubs, dont l'efficacité est déjà prouvée. Des documents internes de la Vancouver Fraser Port Authority, rendus publics grâce à des mécanismes légaux d'accès à l'information, montrent que la direction suit de près l'avancement des propositions liées aux routes nordiques et souligne les risques de fragmentation du système et d'augmentation des coûts d'exploitation à court terme. Ces réserves ne constituent pas nécessairement un rejet du principe de diversification, mais reflètent la lutte pour la centralité dans l'architecture future, où la création d'alternatives stratégiques redistribue également le rôle principal entre les corridors et les acteurs institutionnels. Parallèlement, les débats juridiques sur la portée de la coordination fédérale dans les projets d'infrastructures situés dans des provinces dotées d'une autonomie opérationnelle commencent à gagner du terrain. Bien que l'accord de restructuration logistique interprovinciale ait établi une base coopérative, les juristes consultés par l'Institut des politiques publiques du Canada soulignent la nécessité de délimiter plus précisément les attributions concurrentes entre les niveaux de gouvernement lorsque les projets ont des implications directes pour le commerce extérieur. L'absence de jurisprudence consolidée sur les investissements fédéraux dans les actifs provinciaux destinés à l'exportation peut, à un moment donné, donner lieu à des litiges juridiques, surtout si des modifications fiscales ou des mécanismes fiscaux sont introduits pour rendre viables et soutenir des corridors alternatifs. Sur la scène internationale, la reconfiguration canadienne est suivie avec attention, bien que de manière discrète. Des rapports attribués à l'ambassade des États-Unis à Ottawa et transmis au département du commerce à Washington, selon des fuites publiées par des médias indépendants, indiquent que la réduction de la dépendance du Canada à l'égard des ports nord-américains pourrait avoir des effets indirects sur les chaînes logistiques intégrées en Amérique du Nord. Dans un passage, le processus est décrit comme une optimisation nationale avec des externalités régionales, reconnaissant que le changement est légitime du point de vue souverain, mais susceptible d'affecter la prévisibilité et les marges des opérateurs basés aux États-Unis. Jusqu'à présent, il n'y a eu aucun signe officiel de représailles, mais certains estiment que, si l'utilisation de corridors exclusivement canadiens se développe de manière significative, des pressions politiques pourraient apparaître au sein des commissions binationales et des mécanismes formels de coordination économique. Dans ce contexte, le poids de la réputation
prend également de l'importance. La relation entre les infrastructures et la projection internationale de la fiabilité. Des organisations multilatérales telles que la Banque mondiale et l'Organisation de coopération et de développement économique intègrent des indicateurs de redondance logistique dans leur rapport sur la résilience commerciale. Selon ces paramètres, le Canada tend à être évalué positivement pour avoir renforcé ses actifs sous contrôle national et diversifié ses itinéraires, même si les effets pratiques restent progressifs. L'hypothèse sous-jacente est que les pays capables de réorganiser leurs corridors d'exportation en réponse à des chocs externes sont perçus comme plus prévisibles et plus stables et plus aptes à soutenir des partenariats stratégiques à long terme, ce qui peut influencer les investissements étrangers et les contrats d'approvisionnement au fil du temps. Malgré cela, les défis techniques restent un facteur limitant et continuent d'être au centre des discussions opérationnelles. Le transport ferroviaire vers Mousonnet traverse des zones soumises à un dégel accéléré, à l'instabilité du sol et à des difficultés récurrentes d'entretien. Le transport maritime, quant à lui, dépend de fenêtres climatiques variables, même si celles-ci sont plus longues qu'auparavant, à certaines périodes. L'exploitation portuaire nécessite un personnel qualifié, des équipements adaptés et des protocoles de sécurité conformes aux normes internationales. Ces éléments entraînent des coûts et renforcent la nécessité d'une mise en œuvre progressive, calibrée et soutenue par des engagements stables à long terme. Même parmi les partisans de la diversification, il est reconnu que la vitesse du processus doit être contrôlée afin d'éviter qu'un projet de résilience ne se transforme en fragilité opérationnelle. Le débat reste donc ouvert. L'enjeu n'est pas seulement l'ouverture d'un nouveau corridor, mais la redéfinition de la manière dont le Canada interprète son insertion dans les chaînes de valeur mondiales. La question centrale est de savoir si le fait de dépendre d'actifs contrôlés par des tiers restera un choix opérationnel acceptable, ou s'il sera désormais considéré comme une vulnérabilité stratégique croissante. La réponse à cette question se construira au cours des prochaines décennies, sous l'influence des décisions politiques, des pressions climatiques, des réorganisations commerciales et des conflits géoéconomiques, encore en cours. Pour ceux qui suivent attentivement les transformations institutionnelles et comprennent que les changements profonds ne s'accompagnent pas toujours de grandes annonces, mais se révèlent dans des ajustements graduels des infrastructures et des redéfinitions discrètes des opérations. Ce canal reste un espace de lecture critique continue, dédié à l'observation de la dynamique réelle des systèmes, avant que leurs effets ne fassent l'objet d'un consensus.